Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de mon podcast, Du miel dans tes oreilles. Bonne écoute. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode facile, rapide et efficace. On va faire une petite FAQ. Donc, vous m'avez posé vos questions en live sur TikTok, j'en ai une vingtaine. Et puis, écoutez, je vais juste y répondre et j'espère que ça vous plaira. Voilà, un petit épisode facile pour bien commencer 2025. Pas trop compliqué, rapide à faire parce que je suis un petit peu à la bourre. Et on va attaquer tout de suite avec la question numéro 1. Est-ce que tu penses que les mentalités évoluent en bien niveau grossophobie ? Je suis très partagée à ce niveau-là, je crois que j'en ai déjà parlé dans le podcast avec Vera. J'ai l'impression que d'un côté, on a une montée d'acceptation de gens qui vont être totalement ok, qui vont être anti-grossophobes, anti-homophobes, qui vont être hyper ouverts, hyper woke, hein, comme on aime le dire, des gens éveillés. Donc j'ai l'impression qu'en fait on est maintenant dans une dualité extrême où d'un côté il y a des gens qui sont extrêmement ouverts à faire évoluer la société et de l'autre des gens qui sont extrêmement fermés, qui sont fondamentalement contre, qui veulent rester dans leur pseudo-tradition, qui sont contre les gros, contre les gays, contre l'avortement, contre machin, contre le truc, qui sont racistes, qui sont... Enfin, tout. Et en fait, je suis pas sûre de pouvoir dire que les mentalités vont évoluer en bien, parce que j'ai l'impression que de manière générale, déjà on le sait, l'extrême droite prend malheureusement de plus en plus d'ampleur partout, que ce soit aux États-Unis, en France, en Europe, et malheureusement avec l'extrême droite, des mentalités fermées, agressives, et qui veulent s'en prendre à toutes les minorités. Donc, je ne sais pas, je suis pas forcément hyper confiante. Dans ma bulle à moi, sur mes réseaux à moi, où je ne suis qu'entre personnes de gauche, hyper éveillées, ouais, j'ai l'impression que le monde va beaucoup mieux qu'avant. Mais quand tu recules un petit peu, que tu prends du recul sur la situation et que tu regardes ce qui se passe vraiment autour, tu te rends compte que finalement, c'est peut-être en train de partir sur la mauvaise pente. Ensuite, on me demande où est-ce que je me vois dans 10 ans. Alors, dans 10 ans, j'aurai 35 ans, il s'en passe des choses en 10 ans. Dans 10 ans, où est-ce que j'en serai ? Je sais pas, je suppose que j'aurai des enfants, que je serai mariée, que j'aurai acheté ma maison. Et voilà, que je serai toujours avec mon chéri, qu'on aura malheureusement des nouveaux chiens et chats, que la vie sera belle. Moi, je suis très optimiste. J'ose espérer que la vie sera encore plus belle dans 10 ans qu'elle ne l'est aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que tous les ans, c'est de mieux en mieux. Donc, moi, si on peut continuer sur cette lancée, ça me va. Ensuite, on me demande quelle est ma demande en mariage parfaite. Alors ça, c'est le sujet, la demande en mariage, parce que j'attends ça avec impatience. J'ai pas de demande en mariage parfaite. Qu'importe la demande en mariage faite par mon copain, elle sera forcément parfaite. Je sais que Julien me demandera pas en mariage en public parce que c'est pas du tout son truc, il est très pudique, très dans l'intimité, donc je pense que la demande en mariage elle sera dans l'intimité. Après moi j'adorerais qu'effectivement ma demande en mariage elle se fasse peut-être avec nos proches, qu'on fête ça après, qu'on fasse tu vois peut-être une soirée ou un repas pour fêter nos fiançailles. J'ai pas de demande en mariage parfaite, je pense que même s'il me demande en mariage à la maison pendant qu'il est en train de cuisiner et qu'il met une petite musique romantique avant de m'inviter à danser et de mettre un genou à terre, ce sera parfait parce que c'est la vision la plus naturelle pour nous que j'ai de notre demande en mariage. J'ai pas envie d'un truc avec des gros ballons, j'ai pas envie qu'il fasse venir un avion pour écrire « Veux-tu m'épouser Gabriel » dans le ciel, tu vois. Moi je veux quelque chose qui nous ressemble et ce qui nous ressemble c'est de la simplicité et surtout beaucoup de romantisme et de naturel et d'authenticité, quoi. Par contre, j'adorerais qu'il filme. J'adorerais qu'il trouve un moyen de filmer la demande en mariage. Et si il me demande en mariage à Metz, qu'il ait missionné Anaëlle et qu'elle soit cachée quelque part dans le décor pour faire des photos. Ça, j'avoue que ce serait absolument génial. S'il y a bien un truc dont je rêve pour ma demande en mariage, c'est qu'il y ait une photographe, idéalement Anaëlle si on est à Metz, cachée quelque part pour faire des photos parce que ça, ce serait absolument merveilleux. Question numéro 4, est-ce que je préfère devenir un ver de terre tous les soirs à 17h ou avoir 3 nez sur le front ? De manière assez évidente, je pense que je préfère devenir un tractopelle à chaque pleine lune. Voilà. Quel est mon voyage de rêve ? Moi, vous le savez, je suis pas très voyage, c'est pas un truc qui me transcende. Il y a des gens qui ne vivent que pour le voyage, qui adorent ça, donc c'est limite la raison de vivre. Moi, pas tant. Moi, je suis bien chez moi. J'aime voyager, hein. J'adore découvrir des nouveaux endroits, etc. Mais c'est pas le truc qui me transcende. Voilà, c'est pas le kiff ultime, donc j'ai pas de voyage de rêve. J'adorerais aller en Islande et on ira pour notre voyage de noces. Faire un road trip en Islande, plusieurs semaines, en hiver. Enfin voilà, j'aimerais beaucoup aller en Islande, j'aimerais beaucoup visiter tous les pays nordiques, j'aimerais beaucoup aller en Norvège, j'aimerais beaucoup aller en Écosse, en Irlande, j'adorerais aller en Pologne aussi.
pour visiter Auschwitz, pour faire mon devoir de mémoire. Voilà, j'aimerais beaucoup visiter l'Europe. J'ai pas forcément envie de partir, par exemple, tout ce qui est île, etc., paradisiaque, moi ça m'intéresse pas forcément. L'Asie m'intéresse pas particulièrement. L'Amérique du Sud, peut-être, ouais, le Pérou, etc., ça doit être hyper sympa. Voilà, mais c'est pas un goal ultime pour moi. Et dans le même sens, après, on me demande quel est pour moi le but d'une vie. Bah, je pense que le but d'une vie, c'est juste d'être heureux. Et c'est sûrement le plus compliqué à atteindre pour tout le monde. Mais le but de ma vie, c'est pas de me reproduire, c'est pas de me marier, c'est pas de gagner plein d'argent. Le but de ma vie, c'est d'être en accord avec moi-même, d'être heureuse, d'avoir le moins de regrets possible à ma mort. Alors j'ai de la chance, à 25 ans j'en ai aucun. Donc j'espère continuer comme ça, j'espère pouvoir regarder ma vie et me dire que bah, c'était cool, que j'ai bien profité de ce qu'on m'a donné. Je suis pas dans l'hyper-philosophie en mode on est tous sur Terre pour servir à quelque chose, on a tous un but, machin. Non, je pense qu'on est juste des organismes vivants qui se démerdent. Puis voilà, si j'arrive à bien me démerder en ne me tirant pas une balle dans la tête, ce sera super cool. Qu'est-ce que je pense de la remise en question de la loi Veil, donc notamment qu'est-ce que je pense en ce moment des manifestations anti-IVG en France et partout dans le monde. Je pense que je me suis largement exprimée à ce sujet, je pense que tous les gens qui me suivent savent très bien ce que j'en pense. Je suis pour l'IVG, je suis pour l'IVG pour toutes et tous, je suis pour l'IVG plus long. Je pense que 12 ou 14 semaines c'est trop peu, il me semble qu'en France c'est 12 semaines. Je suis pour que l'IVG soit rallongé, je suis pour qu'il n'y ait pas de conditions à l'IVG, je suis pour que l'IVG reste gratuit, accessible à tous, je suis contre les objecteurs de conscience, donc les médecins qui disent non moi je veux pas le faire. L'IVG est un droit, selon moi, médical, auquel on devrait pouvoir avoir accès quand on veut, quand on peut. J'en ai rien à foutre qu'une femme avorte 15 fois dans sa vie, si elle a envie d'avorter 15 fois dans sa vie, qu'elle le fasse. Un embryon, un fœtus, avant qu'on décide que ce soit un enfant, c'est un amas de cellules, c'est juste un parasite qui vit dans le corps de sa mère. L'enfant n'existe que dans l'imaginaire des parents tant qu'il n'est pas né. C'est-à-dire que si deux personnes, ou une personne même, si une personne fait un enfant, qu'elle décide que cet enfant est un enfant, que tu sois enceinte de 2 jours ou de 6 mois, c'est un enfant, personne ne peut te dire c'est rien, c'était qu'un amas de cellules, tu l'as perdu à 3 semaines, on s'en fout, c'est pas une fausse couche. Non. Si le parent a décidé qu'il était porteur d'un enfant et qu'il allait mettre au monde un enfant, c'est vrai, il met au monde un enfant. Par contre, si jamais la personne qui porte l'enfant a décidé que ce n'était qu'un parasite dont elle devait se débarrasser, eh ben qu'elle le fasse. Et je ne suis personne pour la contredire non plus. Voilà, on s'est battu pour l'IVG, on se battra encore pour l'IVG parce que malheureusement nos droits sont sans cesse remis en question. Et je rappelle qu'on n'a pas obtenu l'IVG en plantant des fleurs, nous n'avons pas obtenu tous nos droits féministes en faisant des bisous au CRS, nous avons posé des bombes, nous avons arraché des pavés pour les jeter à la gueule des flics, il y a eu des attentats terroristes pour obtenir des droits féministes. La lutte féministe est violente, la lutte féministe est extrémiste, elle le restera et on gardera nos droits, on se battra pour. Voilà, je suis totalement pour. Fin d'OPEX, comment est-ce que je l'ai vécu? Donc là, ça fait 3 mois qu'il est parti, il rentre incessamment sous peu, je peux pas vous dire exactement quand, mais on n'a jamais été aussi proche de la fin. Bah franchement, tranquille. J'étais terrorisée par la première OPEX, genre j'avais super peur de pas savoir gérer, est-ce qu'on va... Tu sais, c'est dur pour le couple quand même, presque 4 mois sans se voir, machin, mais en fait ça va. Genre tranquille, c'est passé vite, je me suis occupée, j'aime toujours autant mon chéri, j'ai hâte de le revoir, ça a pas été une épreuve finalement. Alors c'est sûr, 3 mois c'est long, mais voilà, je suis partie en vacances avec Val, je suis partie à Metz, j'ai fait plein de trucs. Non, on est parti en Finlande avec Anaël, enfin, il y a Elodie qui est venue à la maison, j'ai bien profité aussi de cet instant à moi pour vivre ma petite vie de célibataire géographique entre guillemets. Je me couche quand je veux, je mange quand je veux, je fais ce que je veux, je fais le ménage quand je veux, et c'est trop cool. J'ai qu'une hâte par contre, c'est d'arrêter de promener les chiens, j'en peux plus. Voilà, j'en peux plus de promener les chiens. Promener les chiens, faire à manger, j'en peux plus, ça me sort par les trous de nez. L'entretien de la maison, en vrai, ça a été, j'avais peur d'être débordée, bah ouais, c'est pas aussi propre que quand Julien est là, ça c'est sûr, parce que lui il est maniaque. Mais c'est pas grave, c'est ok aussi. Je fais le ménage quand j'ai envie de le faire, et je m'en sors pas si mal que ça finalement, donc je suis assez fière de moi, je suis fière de nous, j'ai hâte qu'il rentre, et je suis hyper sereine pour les futurs départs, parce qu'en fait, bah on gère vachement bien. Quels sont les red flags que je ne supporte pas, vraiment le truc dans n'importe quelle relation que je ne peux pas tolérer?
le mensonge. Vraiment, les gens qui mentent, je ne peux pas. En Big 2025, ne pas être capable de dire les choses, mais genre tu vas dire ah non, bah en fait, je suis désolée, j'ai annulé au dernier moment, j'ai eu une couille. Non, dis-moi que t'as pas envie de me voir. Dis-moi que t'as envie de sortir avec quelqu'un d'autre. Dis-moi que t'as envie de changer. Dis-moi que t'as changé d'avis. Dis-moi que t'as la flemme. Genre, dis-moi la vérité. Les gens qui me mentent, pour moi, c'est insupportable. Surtout que les gens souvent mentent pour pas blesser, entre guillemets, mais on le sait quand les gens mentent. Et c'est encore plus blessant. Genre, ma belle, tu me considères vraiment comme une enfant de 12 ans à qui on n'est pas capable de dire les choses parce que si tu me dis la vérité, je vais mal le prendre. Non, vraiment, je peux pas. Le mensonge, je peux pas. C'est le pire truc pour moi. Bon, après, voilà, le mensonge, le vol, comme dit précédemment dans tout ce qui est règles de la maison, dès que tu touches à mes animaux, c'est red flag. Hein, si t'es pas capable de t'occuper de mes animaux, si tu leur fais du mal, si tu, consciemment ou inconsciemment, hein, si tu causes du tort à mes animaux, bah, il va t'arriver des bricoles, et il va t'arriver des bricoles très loin de moi parce qu'on ne va plus être amis. Donc voilà, le mensonge et puis l'irrespect de manière assez générale. Je supporte pas ça, je vois pas l'intérêt, je pense qu'on est des adultes et qu'on peut parler. Ensuite, on me demande qu'est-ce que c'est être heureux pour moi. Ça c'est très compliqué parce que moi je suis heureuse, mais est-ce que je serai un jour pleinement heureuse? Je ne sais pas. Est-ce qu'on atteint vraiment le bonheur total? Je ne sais pas. Faudrait que je demande à mon mec, parce que mon mec tout va bien dans sa vie. Mais ça c'est un truc de mec. Genre tout va bien dans sa vie, il est jamais en colère, il est jamais triste, il est jamais énervé, il est heureux, tout va bien, il est content de sa petite vie, enfin c'est génial. Vraiment incroyable. Mais qu'est-ce que c'est être heureux? Bah je pense que tu ne te rends pas compte quand t'es pleinement heureux. Parce que quand t'es pas heureux, tu le sais. Quand il te manque quelque chose, tu le sais, tu le ressens, tu cherches la chose qui te manque. Mais quand tu as tout, tu t'en rends pas compte. C'est un privilège. Les gens en bonne santé ne se rendent pas compte de la chance que c'est que d'être en bonne santé. Mais je pense que les gens heureux ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'être heureux. Moi j'ai conscience de mon bonheur, j'ai conscience de... Enfin voilà, j'ai ma maison, je travaille à la maison, j'ai mes animaux, ils vont bien, j'ai mon conjoint, j'ai ma famille, je suis épanouie. Vraiment, je suis heureuse. Est-ce que je suis complètement heureuse à 100%? Non. Est-ce que je le serai un jour? Je sais pas. Parce que je sais pas si c'est possible d'atteindre cette plénitude complète. Je pense pas que l'argent que le bonheur ce soit l'argent ou l'amour ou la famille. Je pense que c'est un tout. C'est un ensemble de bien-être, c'est la santé, c'est la sécurité financière, c'est la sécurité affective. Voilà. Je pense que le bonheur c'est juste être à sa place, être en accord avec ses attentes, ses envies. Et je pense que quand on est pleinement heureux, on s'en rend pas compte. Si j'avais le choix de changer un morceau de ma vie, ce serait quoi et pourquoi? Bah là encore une fois j'ai pas de regrets. Genre avec des si on refait le monde et moi je vois pas l'intérêt de retourner dans le passé pour essayer de changer quelque chose parce que si je m'amuse à retourner dans le passé pour essayer de changer le moindre battement d'aile de papillon, je peux me retrouver à avoir une vie totalement différente aujourd'hui et ma vie est parfaite comme elle est. Évidemment la seule chose que je changerais ce serait mon état de santé, mais même là si j'étais pas malade je serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Si j'avais pas eu le SOPK, je serais pas grosse. Si j'avais pas eu Hashimoto, je serais pas grosse non plus. J'aurais peut-être pas fait ce travail sur moi. Bien sûr que je rêve de plus être malade, hein. Je rêve de plus avoir mal, je rêve d'une journée entière sans aucune douleur, mais je sais que c'est pas possible, alors ça sert à rien de spéculer dessus. J'ai pas envie de retourner en arrière pour changer des trucs, j'ai pas envie d'enlever des choses à ma vie. Je pense que c'est pas nécessaire, je pense que c'est pas positif. De regarder toujours vers le passé en se disant j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, et s'il y avait eu ci, et s'il y avait eu ça. Oui, bah, et s'il y avait pas eu de météorite, il y aurait encore des dinosaures, tu vois. Ma vie elle est bien comme elle est, j'ai aucun regret, j'ai aucun remords. Je suis droite dans mes bottes, je fais ce que j'ai à faire. Si j'ai fait des erreurs, tant pis, ça m'a fait grandir. C'est bateau, mais c'est vrai. J'ai fait des erreurs, bien sûr. À quoi ça sert de me retourner le crâne 24 heures sur 24 parce que j'ai fait une erreur dans ma vie? C'est pas utile et ça va pas m'aider, quoi. Ensuite, on me demande comment faire face au coups bas dans un couple. Alors, je sais pas si la personne parlait de coups bas, genre quelqu'un qui vous a fait une crasse, ou de coups bas, bah, parce qu'il y a des hauts et des bas dans un couple. Très honnêtement, je sais pas. On en parlait justement avec Julien, là il me disait bah, qu'il avait des collègues ou des anciens collègues qui ont eu pendant la première OPEX des séparations parce que c'était trop dur, machin, qu'il y avait voilà des hauts et des bas, etc. Moi j'ai pas ressenti ça, genre... Il n'y a pas de haut et de bas dans notre couple, il y a des épreuves bien sûr, mais je sais pas, l'amour fait que ça va. Alors je touche du bois, je touche du singe, hein, mais on a déjà eu des coups bas, bien sûr. On s'est séparés une fois, bah voilà, on s'est séparés, on a fait ce qu'on avait à faire, chacun s'est soigné de son côté, et puis bah l'amour était plus fort que ça, donc on s'est remis ensemble, tout simplement. Je pense que dans un couple où il y a de la communication, de la confiance, du respect et surtout beaucoup d'amour,
les hauts et les bas n'entachent pas la solidité du couple. Ensuite, quelles sont tes difficultés, barrières, choses que tu t'interdis de faire? Là, on est vachement sur la santé aussi. C'est-à-dire que je vais m'interdire de manger certaines choses parce que je les digère pas ou que j'ai peur de pas les digérer. Je vais m'interdire de faire du patin à glace, des trucs comme ça, des activités physiques en groupe, par exemple une randonnée avec des copines. Pas convaincue, tu vois, parce que à tout moment j'ai mal et j'y arrive pas et je suis pas et je suis un boulet, je suis un poids. Je vais pas faire de la spéléo parce que c'est trop dur, je vais pas, tu vois, il y a plein de petits trucs où en fait j'ai pas assez confiance en les capacités de mon corps pour me permettre de le faire, ou alors peut-être toute seule pour essayer, mais pas en étant accompagnée et en risquant de devenir un poids pour les autres. Je pense que c'est vraiment là-dessus que je me mets le plus de barrières, c'est que j'ai peur d'avoir surestimé mes capacités, de me retrouver dans la merde parce que je suis plus capable, et d'être un poids pour les personnes qui m'accompagnent. Si les réseaux n'existaient pas, quel serait ton métier? Alors ça c'est une bonne question parce que dans l'ordre actuel des choses, quel serait mon métier? Je travaillerais sûrement avec des enfants, hein. Je serais sûrement surveillante dans un collège ou un lycée, ou alors professionnelle dans une crèche, ou peut-être même assistante maternelle. Après, il y a plein de métiers que j'aurais adoré faire, hein. J'aurais adoré être autrice, j'aurais adoré être fleuriste, j'aurais adoré être dans le médical. Encore une fois, on est avec des si et si et si, et si, on sait pas. Là, aujourd'hui, si les réseaux s'arrêtent, je vais tout simplement repartir dans ma branche. Donc je vais tout simplement repartir dans la restauration ou dans la petite enfance, parce que c'est la chose la plus logique et la plus... ce qui me fait le plus envie, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que je pense de l'éducation sexuelle à l'école? Alors ça c'est le grand débat, parce que les gens croient que quand on parle d'éducation sexuelle à l'école, on parle de montrer des pornos à des enfants de 3 ans. Je suis pour l'éducation sexuelle à l'école, je suis pour l'éducation sexuelle à la crèche, je suis pour l'éducation sexuelle à la maternité, je suis pour l'éducation sexuelle dès le plus jeune âge, apprendre aux enfants qu'un pénis est un pénis, qu'une vulve est une vulve, que apprendre le consentement c'est hyper important, le consentement ça s'apprend dès la naissance en expliquant aux enfants ce qu'on leur fait. Et je pense qu'il y a une manière très simple de comparer ça, les gens qui comprennent pas quand on dit on apprend le consentement aux enfants dès la naissance, en les prévenant de ce qu'on va faire, en leur disant là on va changer la couche, là on va à la douche, je vais te moucher le nez parce que, en expliquant et en verbalisant. La question à se poser, c'est est-ce que vous ne le feriez pas à vos aînés? C'est-à-dire que le jour où ton grand-père va se retrouver en EHPAD et va être complètement dépendant, est-ce que tu vas le porter sans le prévenir pour aller le mettre à poil et lui changer sa couche? Non. Ton papy, tu vas lui dire, papy, il est l'heure d'aller changer la couche. Ou alors l'infirmière ou l'aide-soignante ou que sais-je va lui dire, monsieur, on va aller changer la couche, on va aller faire votre toilette, je vais vous emmener, machin. On verbalise aux personnes âgées ce qu'on leur fait parce qu'elles sont en capacité de comprendre. Mais en fait, les enfants aussi sont en capacité de comprendre. Et l'apprentissage du consentement, c'est ça. C'est apprendre à un enfant que, son corps, il lui appartient qu'à lui, qu'il n'a pas le droit de le montrer à n'importe qui, que personne n'a le droit de le toucher, hormis maman, papa, mamie, si elle change la couche, ou le médecin, que personne n'a le droit de lui faire tenir de secrets par rapport à son corps, etc., etc. Et ça va avec l'éducation sexuelle. Apprendre à un enfant, même à 2 ans et demi, que son pénis, c'est un pénis et pas une zézette, ça a jamais tué personne, quoi. Et s'il faut apprendre aux enfants à 3 ans et demi comment on fait les bébés, faisons-le, on s'en fout. Et il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais moi je veux leur apprendre moi-même, c'est trop tôt, machin, le consentement, c'est aux parents de l'apprendre. Le problème c'est que quand tu penses comme ça, tu fais passer ton bien avant le bien commun. C'est-à-dire que dans une classe de 30 élèves, il y en a en moyenne 5 qui sont victimes d'inceste. C'est énorme. Ces enfants-là, c'est pas leurs parents qui vont leur apprendre ce qu'est le consentement, c'est pas leurs parents qui vont leur apprendre ce qu'est l'éducation sexuelle, etc. parce que ces enfants sont victimes. Donc ces enfants-là, ils ont besoin de l'apprendre à l'école. Parce que s'ils ne l'apprennent pas à l'école, ils vont rester dans un schéma de souffrance et de victime. Ils vont continuer à être victimes de leur bourreau. Donc il est extrêmement important de parler d'éducation sexuelle, de consentement, etc. à l'école. Et même si ça passe par... je sais pas, moi, les gens qui sont choqués en mode « Non, on va leur apprendre à faire des bébés !» Non mais tranquille. Au pire, ton enfant, il sait comment on fait un bébé. Waouh! Il va apprendre que c'est un zizi qui va dans une foufoune ou que c'est un spermatozoïde qui va dans un ovule. Waouh! Le gamin va pas être traumatisé, tu vois. Genre, c'est nous qui en faisons tout un plat en tant qu'adulte. L'enfant, en tant qu'enfant, si tu lui apprends ça de manière totalement normale, il va pas être choqué. Je me souviens, moi, quand j'étais petite, ma grand-mère, à une époque, elle avait un problème gynéco, et elle m'en parlait comme ça. Elle a jamais mis de zézé, de foufou, de machin. Elle me disait, voilà, j'ai eu mon rendez-vous avec le médecin, parce que j'ai un problème au sexe. Et en fait, c'était hyper normal. Et moi, j'étais gênée.
parce que on m'avait appris que c'était gênant, mais en fait ça l'était pas. Genre maintenant je me dis bah oui, ma grand-mère elle me disait juste qu'elle avait un problème gynéco et qu'elle allait chez le médecin quoi. C'est tout, genre y a rien d'anormal et en fait ma grand-mère elle m'a juste appris bah ton sexe et c'est tout, il y a des médecins spécialisés pour, c'est pas normal d'avoir mal à cet endroit-là et tranquille. Et vraiment c'était hyper logique et ça devrait être comme ça. Ensuite, on me demande pour moi où commence l'infidélité. Alors ça, c'est un débat parce que ça dépend des gens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une règle de ce qui est l'infidélité ou pas. L'infidélité, ça change chez tout le monde n'a pas les mêmes règles de couple. Il y a des personnes libertines qui peuvent avoir des règles qui justifient une infidélité ou non. Par exemple, il y a des personnes, moi j'ai connu un couple qui était libertin, échangiste, couple ouvert, machin, mais à un moment, il y en a un des deux qui a dit, par contre, je ne veux pas que tu aies de rapport sexuel avec cette personne-là. Celle-là, je veux pas. Et ben la personne a été avoir un rapport sexuel avec elle. Ben, c'est de la tromperie. Parce que dans les règles tacites expliquées par le couple, il a pas respecté. Donc ça, c'était de la tromperie. Dans mon couple à moi, la tromperie commence quand t'es obligé de cacher à l'autre que tu parles à quelqu'un. Évidemment, si tu embrasses ou que tu couches avec quelqu'un, si tu entretiens une relation émotionnelle, effectivement. En fait, quand t'as besoin de cacher quelque chose à l'autre, pour moi, c'est pas bien, c'est du mensonge et ça peut être de la tromperie. Si j'ai besoin de cacher à mon conjoint que je parle à un gars, même si c'est juste mon pote, bah si j'ai besoin de lui cacher, c'est que je sais que s'il l'apprend, il va pas aimer. Et que donc, ce serait lui manquer de respect. Donc à partir de là, bah en fait, juste nous, on se cache pas. Genre, si Julien il a envie de parler à une pote, bah il parle à une pote, moi j'ai des potes, je parle avec eux, enfin, là quand j'étais à Metz, j'ai été voir un de mes meilleurs potes, Kevin, qui est un homme cisgenre hétérosexuel, bah voilà, je vais pas lui cacher, tu vois. Ah bah Julien, ce soir je mange au resto avec Kevin, bah voilà, tout va bien, genre dans le plus grand des calmes, tu vois. Après, effectivement, nous on est sur un couple assez basique hein, là-dessus, bah pas de bisous, pas de coucherie, pas de messages ambigus, pas de sexto, pas d'envoi de nude. On est, somme toute, sur quelque chose de très basique. Hein, voilà, après, c'est des règles qui se rediscutent aussi. Je veux dire, demain, est-ce que si je vais en boîte et que je danse avec un mec, mon mec va prendre ça pour de la tromperie ou pas? Moi, oui. Moi, si demain, mon mec, il va en boîte et qu'il danse avec une meuf, pour moi, ce serait de la tromperie. Ce serait un manque de respect, entre guillemets, et j'apprécierais pas qu'il le fasse. Et il le sait, et je le sais, donc on ne le fait pas, tu vois. Mais ça, c'est des choses qui se discutent en couple, tout simplement. Si jamais t'as jamais discuté des limites de ton couple, tu peux pas en vouloir à la personne si elle ne les respecte pas, mais ça, on en a déjà parlé. Si tu n'as jamais exprimé tes limites à voix haute, tu peux pas te plaindre que les gens n'aient pas compris tes limites. Sauf, bien sûr, sur les trucs hyper basiques, tu vois. Du genre, tu viens pas chez moi si t'es chiant des puces. Logique. Si tu avais du pouvoir, tu changerais quoi dans la société? Putain, mais tout. Tout, tout, tout. Oh là là, ma société de rêve, elle est géniale, elle est anticapitaliste, elle est complètement ouverte, il n'y a plus de frontières, chacun fait ce qu'il veut, tout le monde a un revenu minimum social pour vivre, il n'y a pas d'ultra riches, les impôts sont bien répartis selon ce que tu gagnes, il y a beaucoup plus de tranches d'impôts, les multimilliardaires payent leurs impôts à hauteur de ce qu'ils gagnent, et d'ailleurs il n'y aurait pas de multimilliardaires. Enfin vraiment le capitalisme quoi. Et puis évidemment bah, les violeurs seraient plus punis que les dealers. J'ai pas d'avis très précis sur l'état carcéral. Je suis pas complètement contre la prison, mais en même temps je suis pas totalement pour non plus. Je sais que le système carcéral est pas bon, qu'il est mal géré en France. Est-ce que dans mon pays de rêve, dans ma société idéale, il y aurait des prisons? Je ne sais pas. Je sais pas comment ce serait organisé, mais certainement pas comme aujourd'hui, en tout cas ça c'est sûr. Ensuite on me demande quelles sont mes priorités pour l'éducation de mes futurs enfants. Bah alors là pareil, hein, moi dans un monde de rêve, mes enfants je les allaite, je fais du cododo avec eux, pas trop longtemps non plus. Parce que le cododo je suis pour, mais je suis pour garder la chambre conjugale aussi. Moi j'ai envie de garder mon lit avec mon conjoint où on peut faire l'amour, se câliner, s'embrasser sans que ça devienne incestueux, parce que faire l'amour quand il y a ton bébé qui dort à côté ça peut être un peu quand même climat incestueux sur les bords, tu vois. Donc voilà, par contre j'aimerais allaiter le plus longtemps possible. Idéalement, bah, peut-être que mon enfant il ira dans une école privée s'il y a une bonne école privée à côté de chez moi et que l'école publique est pas bien. Ça dépendra. Forcément, j'aimerais faire voilà, de la diversification menée par l'enfant, motricité libre, pas de trotteur, le moins d'écran possible et si possible pas d'écran du tout avant 3 ans, une éducation sexuelle très facilement amenée, un apprentissage du consentement dès le plus jeune âge, voilà, après...
Franchement, moi j'en parlais l'autre jour avec une copine, je lui disais j'ai des combats que je vais pas mener, tu vois. Typiquement les gros mots, moi je dis des gros mots à tout bout de champ. Je parle comme une charretière, vraiment je suis vulgaire quand je parle. Je sais que mes enfants diront des gros mots à un moment ou à un autre. Je veux dire, on en dit tout le temps, que ce soit Julien ou moi, con, conne, ta gueule, fais chier, putain, merde. On le dit H24. Donc forcément, nos enfants ils répéteront des gros mots. Bah écoute, on leur apprendra qu'il faut pas le dire, que c'est pas beau, que c'est pas poli. Puis c'est tout, genre, c'est pas des combats que je vais mener, tu vois, les combats sur la propreté en mode, ah là là, mon enfant, il a mangé des cailloux, eh ben, il mange des cailloux, qu'est-ce que je te dise, oh, ça lui fait de l'humilité, hein. Je pense que là-dessus, je veux pas être trop chiante. Après, hein, les gens aiment bien dire, au début on a des principes, après on a des enfants. Bon, je pense que le principe de ne pas vouloir taper son enfant et d'essayer de l'éduquer de la manière la plus bienveillante possible, c'est pas forcément un principe très compliqué à garder. Voilà, évidemment, enfin, je ne taperai pas mes enfants, pas de violence, pas de... je vais pas forcer mes enfants à finir leur assiette, je vais pas... tu vois, des trucs qui me paraissent hyper basiques en fait, et que du coup j'ai l'impression de pas savoir expliquer parce que pour moi c'est la norme en fait. Comment ravoir une vie sexuelle dans un couple? Alors ça c'est compliqué aussi parce que ça dépend de pourquoi t'as plus de vie sexuelle. Est-ce que c'est un problème de libido? Est-ce que c'est un problème d'attirance? Bon ça c'est compliqué je pense dans un couple d'avoir un problème d'attirance parce que logiquement si t'aimes la personne tu la trouves toujours attirante peu importe à quoi elle ressemble en fait. Après la libido bah franchement faut en parler à son médecin hein. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'en parler à son médecin. La libido, ça dépend des hormones, ça dépend de la fatigue, ça dépend du stress, ça dépend de ta bonne santé. S'il y a une grosse baisse de libido, faut en parler à son médecin, quitte à aller voir un sexologue ou un sexothérapeute. Ça, j'aurais adoré faire comme métier sexologue. J'aurais adoré faire ce métier-là. Voilà, faut juste en parler à un professionnel, je pense, et évidemment en parler dans le couple, quoi. Enfin, le dire très clairement, bah voilà, là en ce moment j'ai pas envie, je sais pas pourquoi, machin, blablabla. Faut communiquer et faut demander de l'aide à des professionnels. Et puis voilà, je pense que c'est eux qui sont le plus à même de vous aider parce que plus tu te prends la tête en mode oh mon dieu, j'ai pas de libido, je sais pas quoi faire, j'arrive pas, on n'a pas fait l'amour depuis tant de temps, faut vraiment qu'on fasse l'amour. Mais du coup, tu vas faire quoi? Tu vas te forcer à faire l'amour, ça va être nul. Donc tu vas te dire mais pourquoi je me suis forcée à faire ça m'a juste pris du temps, ça fait même pas du bien. Et du coup, bah tu vas pas avoir envie, donc ça va encore plus faire baisser ta libido. Enfin, c'est vraiment pas. C'est pas ça qui vous aidera. Je pense que vraiment la meilleure chose à faire c'est d'en parler à un professionnel, hein. Les médecins sont là pour ça, les sexothérapeutes sont là pour ça, les sexologues aussi. Il n'y a pas d'angoisse là-dessus. Après, il y a des compléments alimentaires qui peuvent aider. Mais pour ça, je pense qu'il faut d'abord savoir la cause. Est-ce que c'est à cause du travail? Est-ce que c'est à cause du stress? Est-ce que c'est à cause de la fatigue? Est-ce que tu viens d'avoir un enfant? Est-ce que machin? Est-ce que truc? Faut en parler entre vous, faut en parler à un médecin, et puis voilà. Pour moi, quel est le rôle de chacun dans un couple? Pour moi, il n'y a pas de rôle dans un couple. Genre, je sais pas, c'est juste... Pour moi, un couple, c'est juste deux amis qui s'aiment avec du sexe et des bisous. Genre vraiment, pour moi, la relation que j'ai avec mon conjoint, on habite ensemble, on va fonder une famille, on va se marier, on s'aime, on a des relations sexuelles, on s'embrasse, machin. Mais, alors bien sûr, la relation que j'ai avec mon conjoint est différente de la relation que j'ai avec mes amis, mais l'amour en lui-même, c'est juste... Tu aimes la personne, tu vois, enfin l'amour c'est un sentiment qui est hyper difficile à décrire, mais juste, enfin, j'aime mon conjoint au sens propre du terme, comme j'aime ma famille et comme j'aime mes amis. Le sentiment d'amour que je ressens pour les gens, c'est le même, je l'exprime juste différemment. Donc je pense qu'il n'y a pas de rôle, c'est comme dans une amitié, il n'y a pas de rôle. Bah, si t'as de l'argent, c'est toi qui paye, si j'ai de l'argent, c'est moi qui paye, si t'es fatigué, je fais le ménage, si t'as envie de faire le ménage, bah moi je me repose. Enfin tu vois, c'est constamment en échange, c'est constamment... J'avais vu une infographie, des dessins qui étaient trop bien faits là-dessus, en mode on n'est jamais tous les deux à 100%. Des fois, il y en a un qui est à 10%, mais c'est pas grave, l'autre il est à 90%, mais tout ce qui compte, c'est qu'ensemble, on est toujours à 100%. À deux, ça fait toujours 100%, parce qu'il y en a toujours un qui compense. Tu vois, moi là, Julien, il est pas là, bah tranquille, je gère la maison. Oh, par contre, quand il va revenir, je vais plus toucher l'aspirateur. Mais jamais, je toucherai même pas le balai, tu vois, pendant au moins 2 semaines, tu vois. Après, je sais pas, ça se trouve, j'ai pris des habitudes et je vais les garder. Mais je pense pas qu'il y ait un rôle dans le couple. Je pense pas que chaque personne ait un rôle dans le couple. Genre, t'as le rôle de respecter l'autre, de l'aimer. Mais je pense que les rôles sont les mêmes, en fait. Je pense pas que l'homme, il doit faire le travail et ramener l'argent. Et la femme, elle doit faire la cuisine et s'occuper des enfants. Non, c'est pas les rôles qui sont induits. Si vous avez envie de gérer votre couple comme ça, faites-le. Moi, j'adorerais, quand j'ai des enfants, ne plus travailler et m'occuper de mes enfants jusqu'à ce qu'ils rentrent à l'école sans aller au travail et que mon conjoint s'occupe seul de ramener de l'argent. Bon, sachant que si je travaille encore sur les réseaux sociaux, je continuerai à gagner de l'argent, tu vois. Mais bien sûr que j'adorerais ce format-là de famille. Mais tout le monde n'a pas le même.
Et c'est ok, genre il y a des femmes qui travaillent et c'est l'homme qui est à la maison, il y a des femmes, il y a des couples où les deux travaillent, d'ailleurs je parle de couples hétérosexuels mais c'est valable pour tous les couples, hein. Il y a des couples où tout le monde travaille et où les enfants sont gardés par quelqu'un d'autre, enfin il n'y a pas de rôle dans un couple tant que tu t'aimes et que tu te respectes et que voilà quoi. Enfin je pense pas qu'il y a un rôle défini, du moins pas dans mon monde à moi. Et enfin on me demande quel nouveau projet j'aimerais réaliser. Bah ça j'en ai parlé un peu dans ma dernière vidéo YouTube sur le bilan 2024 et mes envies 2025. En 2024 j'avais eu envie de me mettre à la couture, est-ce que ça va revenir en 2025, je ne sais pas. Là le plus gros projet bah, c'est la reprise de la PMA, éventuellement avoir un enfant, c'est quand même un gros projet, éventuellement préparer un mariage si on se fiance. Voilà, mais vraiment mon projet c'est juste de continuer comme ça. J'ai pas de gros projets à réaliser. Je suis déjà hyper contente d'avoir fait le podcast. Genre ça va faire 1 an bientôt que je fais le podcast. Je suis trop fière de moi. Voilà, j'en parle vachement plus dans ma vidéo YouTube. Vous pouvez aller la voir si vous voulez. Et écoutez, j'ai répondu à toutes les questions, donc c'était un petit épisode vite fait, bien fait, juste histoire de parler un petit peu. On fera mieux la prochaine fois. Si t'as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Insta, ou par mail, ou en commentaire du podcast. N'hésite pas à liker le podcast, à le partager, à t'abonner, etc., etc. Et puis, moi, je vais vous laisser, je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de mon podcast, Du miel dans tes oreilles.